Jusqu'où ira la révolution des objets connectés? Aujourd'hui, ils peuvent prendre votre poids, votre tension, votre pouls. Ils savent si vous avez bien dormi ou pas assez, si vous avez mangé trop ou trop peu, si vous devriez faire un peu de sport. À quoi va ressembler la surveillance de notre santé dans les prochaines années? Rencontre tout de suite avec un visionnaire en la matière, Uwe Diegel, créateur de la société iHealth. Uwe Diegel, vous êtes à la tête d'un très grand groupe de santé, 2400 salariés aux États-Unis, en Chine, 400 ingénieurs, 1 milliard de chiffre d'affaires et l'une des branches de ce groupe est iHealth, spécialisée en objets connectés. Qu'est-ce que vous fabriquez par exemple? Là, vous en avez ramené quelques-uns autour de nous. On a quel type d'objet? En fait, je prends tous les signaux du corps et je les traduis d'une manière compréhensible en utilisant les plateformes tactiles. Je suis surtout concentré autour des pathologies chroniques, mais aussi du bien-être. On fabrique non seulement, il y a iHealth qui est la division santé, iHealth Pro pour les médecins, iBaby, la division où je suis fabricant officiel de bonheur, et iSmart Alarm qui est la domotique qui devient une partie très importante du groupe. On a quel type d'objet? Là, vous en avez quelques-uns. Vous pouvez nous montrer à quoi ça ressemble? Bien sûr, ici on a ce qu'on appelle des produits de santé connectés. Ce que tu tiens dans ta main, c'est ce qu'on appelle un ECG. Ah, il faudrait le mettre de côté. Voilà. Il est Bon, presque correct. je ne serai pas docteur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un Holter ECG. Ça mesure un électrocardiogramme pendant 24 heures, ça le mémorise et ensuite ça l'envoie directement à l'iPad pour interprétation. Ça, plus classique, Tout à l'horloge. fait, une balance, Oui, une très belle horloge. Donc c'est une balance connectée qui mesure le poids, l'index de masse corporelle. Et ici on a des tensiomètres, un oxymètre de pouls, le plus petit glucomètre pour au monde les diabétiques. Tout à fait, j'ai lancé ça la semaine dernière aux États-Unis et je vais le donner gratuitement à tous les diabétiques de type 2. Alors, connectés dans quel sens? Ils envoient des informations où ça et pour faire quoi? Ils sont tous utilisables en instrument tout seuls pour tout simplement la mesure, mais il est possible de les connecter à une tablette, Android, iOS, Windows, n'importe quelle plateforme, pour en fait interpréter les données et vous donner le choix de partager les données avec vos proches, avec votre médecin, les mettre sur le cloud pour faire des synchronisations, pour vraiment gérer le portfolio de votre santé. Donc je gère ma santé sur ma tablette, sur mon smartphone, je vois l'évolution de mon cœur par exemple, je vois l'évolution de mon poids, de mon glucomètre, de ma tension, de tas d'autres signaux. Est-ce qu'on est dans la santé ou est-ce qu'on est dans le bien-être? En fait, on est dans les deux. Comme vous le savez, la frontière entre la maladie et la santé est tout doucement en train de s'estomper. Ce qui était avant une question de maladie devient du bien-être parce qu'il y a le côté préventatif de la tension artérielle. Je ne sais pas si c'est un mot français, ça, préventatif? Non, mais on va le comprendre quand même. C'est quoi le mot français? Préventif, pardon, excuse-moi. De prendre des mesures et de les comprendre pour pouvoir mieux apprécier les signaux de son corps. Chaque année, le 31 décembre, tout le monde prend les mêmes décisions stupides. Cette année, je vais perdre du poids, je vais arrêter de fumer, je vais faire ceci. Et on sait dans son fort intérieur que ça ne va servir à rien. Mais si tous les jours, vous allez sur votre balance et vous voyez que quand vous perdez 200 grammes, vous voyez votre niveau de glycémie baisser, votre niveau de tension baisser, votre niveau d'activité monter, vous vous dites « Ah tiens, ça c'est bien ». Et ça vous donne l'incentive pour ne pas faire ce que vous ne devriez pas faire. Le micromanagement sert beaucoup plus que les grandes décisions stupides qu'on prend le 31 décembre. Donc ça serait aussi efficace que des rencontres régulières avec un médecin sur un avis médical. Ce que critique beaucoup le corps médical dans ces objets connectés, c'est une notion peut-être de gadget, de superflu, pas de quelque chose de très clinicien ou Tout à médical. fait. Mais je fais une différence là entre le bien-être connecté et la santé connectée. La santé connectée s'adresse à des pathologies chroniques. Et quand on a une pathologie chronique, on est défini par son mode de vie. C'est le diabète, c'est l'hypertension, c'est la sclérose en plaques. Ce sont des trucs qui vont affecter votre vie pour le reste de vos jours. Et il y a le côté un peu bien-être des trackers qui font cric-crac-boum et qui mesurent le nombre de pas, qui sont très utiles pour les gens qui veulent vraiment se gérer du côté du sport, mais qui sont perçus comme des instruments de bien-être plutôt que de santé. Ceci étant dit, tous les instruments de santé sont bien sûr cliniquement validés selon tous les protocoles les plus exigeants. On a aussi une division iHealth Pro qui fait des appareils cliniques pour les médecins, de l'index de pression systolique, du débit cardiaque, ce genre d'appareils qui rassemble en fait, qui rapproche le médecin de son patient. L'idée n'est pas là de remplacer le médecin, mais de lui donner plus d'informations pour qu'il puisse tout simplement mieux gérer son patient. Ce sont des objets connectés, mais ils sont connectés à qui précisément? Est-ce qu'ils sont connectés à un serveur d'hôpital qui reçoit les données avec des médecins qui regardent derrière, ou est-ce qu'ils sont connectés à un fournisseur de tablettes ou de téléphones?
Pas du tout. Ils sont seulement connectés à la tablette et c'est vous en tant qu'individu qui choisissez si vous voulez partager les données. Il y a un cloud qui est sécurisé. Il y a une énorme polémique en ce moment sur le cloud. Le cloud, c'est un mot en fait qui est très mal choisi. Très nébuleux. Oui, tout à fait, parce que le cloud, le nuage, ça apporte l'orage. C'est un mot qui est menaçant. Mais en fait, le cloud n'est là que pour stocker des données pour que vous puissiez vous-même les consulter et choisir de partager les données. Aujourd'hui, j'ai 2,6 millions d'utilisateurs sur mon cloud, mais moi, je n'ai aucun accès à ces données. C'est comme si c'était un coffre-fort de santé de données que vous mettez en ligne. Alors à propos de données qui montent, on voit aujourd'hui des grands acteurs de l'électronique, des télécoms qui arrivent sur le marché de la santé. On pense à Apple qui dans sa prochaine version de l'iOS va lancer une petite application santé. Donc l'iPhone deviendra vraiment un objet de surveillance de la santé, de surveillance du corps. Est-ce qu'il faut voir là un danger de voir des acteurs comme Apple, comme Google par exemple, arriver et venir prendre nos données de santé ? Pas du tout. Je suis partenaire avec Apple, donc mes instruments sont bien sûr déjà connectés à la nouvelle application d'Apple, le HealthKit. L'arrivée de grands groupes tels qu'Apple et de Google est une chose qui est bénéfique pour la santé parce que ça rapproche la santé pour tout le monde. Ça démocratise la santé. Par exemple, Apple n'a pas inventé le MP3, mais ils sont arrivés avec l'iPod et ils ont divisé le marché en deux. Et aujourd'hui, 10 fois plus de personnes écoutent la musique que n'écoutaient avant parce que c'est devenu facilement accessible. Et la même chose, les gens auront plus conscience de l'importance de la gestion du capital santé. Et il faut des boîtes comme Apple, comme Google qui peuvent vraiment imposer leur vision pour pouvoir faire comprendre aux gens que c'est leur responsabilité de se prendre en main. Vous parlez de capital santé, là on a des objets, alors celui-ci surveille le cœur, un autre c'est la tension, un troisième ça va être je ne sais pas quoi, le glucomètre ou l'oxygène ou autre. Est-ce que notre corps ne devient pas quelque part une espèce de grande mécanique, une espèce de grande technique et que finalement on n'oublie pas notre esprit, ce qui va avec, nos conditions de vie? Est-ce qu'à force de surveiller la tension, le pouls, tel ou tel indicateur, on ne devient pas un peu comme des robots, des machines? C'est le monde d'Isaac Asimov dont vous parlez. Mon père faisait partie de l'équipe qui a développé le premier PC, le premier petit ordinateur portable. Et ils avaient fait un test qui était très intéressant quand ils avaient développé cet ordinateur, c'est qu'ils avaient démontré, noir sur blanc, vert sur noir parce que c'était de tout petits écrans, qu'il était physiquement impossible pour le corps humain de courir 100 mètres en dessous de 10 secondes. Ils avaient rentré toutes les données physiologiques du corps humain dans l'ordi, ils l'avaient montré. C'est physiquement impossible. Et 1 an plus tard, ça a été fait. Et aujourd'hui, si vous ne pouvez pas courir 100 mètres en dessous de 10 secondes, ça ne vaut même pas la peine de courir. Parce qu'on est constamment en train de s'améliorer, de chercher le prochain océan bleu. Est-ce que ça va arriver à de la robotisation? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Je sais que par exemple en Israël, ils sont en train de travailler sur imprimer des pancréas en 3D. En Russie, ils travaillent sur imprimer des cœurs en 3D à partir de cellules souches. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que c'est pas tout simplement chercher un meilleur futur? En parlant de meilleur futur, vous avez fait une division qui s'appelle iBaby. Vous affirmez vendre du bonheur. Ça veut dire quoi vendre du bonheur concrètement? J'aime bien dire, je suis fabricant officiel de bonheur. En fait, iBaby, c'est des produits qui rapprochent la maman de son bébé. C'est des produits qui permettent à la maman de mieux comprendre. Ce ne sont pas des objets scientifiques. Par exemple, là, je vais sortir iBaby Heart Sense, qui est un objet, un magnifique galet que vous avez envie de tenir et qui permet à la femme enceinte de se le mettre sur le ventre et d'écouter les battements de cœur de son bébé, de les enregistrer, de jouer du Mozart à son bébé et ensuite de mettre les battements de cœur sur Facebook. Donc, ce n'est pas un truc qui est scientifique, mais c'est un truc qui a un attrait immédiat parce que c'est du bonheur. Ça ne sert scientifiquement à rien. De la même manière, on dit si vous jouez du Mozart à des vaches, elles vont donner du meilleur lait, ou si vous parlez à vos plantes seront heureuses. Donc on ne sait pas quelle est la division jusqu'où on va aller, mais on sait que ce sont des instruments qui plaisent. Toute dernière question, en fonction des instruments qui plaisent, jusqu'où on va en matière d'instruments? Quelle sera la prochaine révolution aux objets connectés? Là, on a des choses qui sont hors du corps. Est-ce que les prochains seront dans notre corps, seront d'une autre manière? Comment est-ce que vous voyez les choses dans les 5-10 prochaines années? 5-10 prochaines années, c'est très court. Mais dans les 20 prochaines années, je sais qu'on travaille déjà par exemple sur des nanorobots qu'on va pouvoir injecter dans les artères, qui se nourrissent de plaques et de cholestérol et qui vont tout simplement nettoyer vos artères. L'hypertension est une maladie qui d'ici quelques années n'existera plus parce que la technologie est en train de s'adapter aux demandes de la science. Belle prédiction, plus d'hypertension et des objets dans notre corps qui agissent dans notre corps dans les prochaines années. Merci beaucoup, Vedigol, de cet entretien. C'est un grand plaisir. Et à bientôt sur la télé de la e-santé.